soir, on parle du bien-être mental pour les adultes ayant le spina bifida ou l'hydrocéphalie. Vos ordres pour cette session sont Hydrocéphalie Canada et l'Association de spina bifida et d'hydrocéphalie du Québec. L'événement est généreusement commandité par Patrimoine Canada. Je m'appelle Shona Baudouin, directrice des programmes et de l'information chez Hydrocéphalie Canada. Je serai la modératrice de la séance de ce soir. La session d'aujourd'hui abordera les différences entre la santé mentale, le bien-être mental et la maladie mentale, les facteurs de risque, les stratégies d'adaptation dans les moments difficiles et les signes indiquant que vous ou quelqu'un que vous connaissez pourriez souffrir de problèmes de santé mentale. Veuillez noter que la conférencière ne recommande aucun traitement spécifique. Consultez toujours vos prestataires de soins de santé au sujet d'un traitement afin de vous assurer qu'il est adapté à vous, à votre enfant ou votre partenaire. Notre conférencière ce soir est Dr. Amy McPherson. Bonjour Amy. Amy McPherson a une maîtrise et un doctorat et est une psychothérapeute agréée qui travaille avec des adultes souffrant de divers problèmes de santé mentale dans son cabinet privé à Toronto. Elle est également chercheuse depuis plus de 25 ans et s'est associée à la communauté du spina bifida et de l'hydrocéphalie au cours des 15 dernières années pour explorer des sujets qui peuvent être difficiles à aborder, tels que la santé mentale, la sexualité, l'incontinence et l'image corporelle. Nous sommes très heureuses que Dr. McPherson partage avec nous ses connaissances, ses idées importantes sur le sujet. Alors, je vous cède la parole, Amy. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à parler d'un des sujets qui me passionne le plus. Donc, je suis psychothérapeute. Donc, en tant que psychothérapeute agréée, je ferai de la thérapie individuelle aux gens lorsqu'ils ont des sentiments, des comportements qui affectent négativement leur vie quotidienne. Donc, je ne fais pas de diagnostic et je ne prescris pas de médicaments. Je ne suis pas psychiatre, mais bien psychothérapeute. Alors, je vais partager mon écran. Comme on l'a dit, le plan d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler des différences entre la santé mentale, le bien-être mental et la maladie mentale. Nous allons parler un peu des facteurs de risque d'un mauvais bien-être mental chez tout le monde, mais surtout avec une considération pour les adultes ayant le spina bifida ou l'hydrocéphalie. Je vais peut-être, je dire SPH comme abréviation. J'espère que ça vous va. Alors, je vais parler de signes qui indiquent qu'une personne peut souffrir de problèmes de santé mentale, mais je vais parler plus de stratégies qu'on peut tous utiliser durant des périodes difficiles pour promouvoir le bien-être mental. Donc, voici des choses que ce webinaire ne fera pas. Donc, je vous dirai pas de juste penser positivement. Je vais pas vous dire que tout va bien aller. Je vais pas suggérer qu'il y a une seule solution facile aux choses que vous vivez. Je vais pas vous montrer comment vous débarrasser de l'anxiété, de la détresse ou autres sentiments difficiles. Et je vais pas suggérer des moyens d'éviter ou de vous distraire de ces sentiments désagréables. Donc, si vous avez quitté pas ça vous intéresse pas, maintenant je vais vous dire de quoi ça va parler. Donc, je vais vous dire des informations sur les raisons pour lesquelles on a certaines pensées et sentiments, ce que le cerveau fait. Donc, je vais vous donner des stratégies pour vous aider à affronter plus efficacement les sentiments d'anxiété ou de contrariété. Je vais vous, inviter à penser à comment vous voulez vivre votre vie, ce qui est important pour vous. Et après le webinaire, je vais vous donner des ressources, envoyer des ressources à tout le monde pour vous dire comment obtenir plus de soutien en matière de santé mentale. Et je vais faire un résumé à la fin aussi. Alors, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas le temps de prendre des notes de tout. Il y aura un résumé à la fin. Alors, commençons. Nous avons tous entendu parler de santé mentale, mais c'est quoi
en fait, la santé mentale? Alors, la santé mentale, c'est le bien-être émotionnel, psychologique et social. Donc, c'est la façon qu'on pense, qu'on ressent, qu'on agit. Ça nous aide à, ça détermine comment on gère le stress, les choix qu'on fait, comment on interagit avec les autres. C'est important dans toutes les étapes de notre vie et ça peut changer au cours du temps. On a tous vécu ça. La santé mentale, est meilleure ou pire à certains moments selon ce qui se passe dans la vie. Et quand on a des attentes envers nous, ça peut affecter, notre santé mentale et nos, capacités de les d'affronter les choses. La santé mentale peut être affectée. Donc, c'est comment on fonctionne dans la vie quotidienne. Toutefois, la maladie mentale, c'est des pensées, des perturbations des pensées, des sentiments et des perceptions qui sont assez graves pour affecter le fonctionnement quotidien de quelqu'un. Il y a plusieurs diagnostics de santé mentale. Comme j'ai dit, moi, je ne pose pas des diagnostics, mais en voici que vous avez peut-être déjà entendu. J'ai un astérix à côté du TDAH et TSA parce que c'est, bon, un peu controversé ici, mais la dépression et les troubles anxieux sont ceux que vous connaissez le plus sûrement. L'anxiété, c'est quand on s'inquiète de façon excessive sur des problèmes quotidiens comme l'école, le travail, les relations et que ça dure plus de 6 mois. Donc on vit tous du stress, de l'anxiété et on va en apprendre, davantage pourquoi plus tard dans la présentation, mais ici, c'est quand ça a un gros impact sur la vie et ça dure, longtemps. La dépression, c'est un trouble de l'humeur. Il y a, divers troubles de l'humeur, mais, habituellement, c'est en lien avec la tristesse, le désespoir, se sentir seul. Quelqu'un qui est déprimé a peut-être beaucoup de tristesse, accablante, ne peut pas apprécier la vie, maintenir des relations significatives. Donc on a un gros livre, qui a la liste de tous ces diagnostics, mais ils ne doivent pas déterminer comment on vit notre vie, mais c'est utile de connaître ceux qui sont les plus communs pour analyser comment on pense et comment ce serait peut-être en lien avec ça. Alors, il y a des facteurs de risque pour la maladie mentale et ça s'applique à tout le monde. Bien sûr, la génétique, c'est difficile de fuir sa génétique. Les expériences traumatiques, donc le stress post-traumatique, on entend souvent parler de ça. Les personnes à faible revenu, la discrimination. Certaines structures sociales peuvent contribuer à affecter notre santé mentale. La douleur chronique, l'isolement et aussi la prise en charge d'une maladie qui dure toute la vie. Donc certaines d'entre vous se disent peut-être, qu'ils vivent plusieurs de ces critères. Donc les adultes avec le spina bifida et l'hydrocéphalie, vous affrontez, des défis qui peuvent avoir un impact sur votre santé mentale, comme la douleur, les questions de mobilité ou la perception de la société. Donc ça peut créer des sentiments d'isolement, de mauvaise estime de soi, de l'image de soi, donc l'image de son corps. On a déjà parlé de l'image, des jeunes qu'ils peuvent avoir de leur corps. Donc il faut naviguer les systèmes, de santé, les traitements médicaux. Donc il y a beaucoup de choses sur ce plan. Mais je voulais dire qu'un mauvais état de bien-être mental, c'est pas inévitable. Même si on vit beaucoup de ces choses, ça veut pas dire qu'on a une maladie mentale. Juste parce qu'on vit les facteurs de risque, ça veut pas dire qu'une maladie mentale est inévitable. Mais peut-être ça va vous encourager à être proactif pour votre santé mentale et développer donc, des stratégies pour affronter.
les impacts, les répercussions donc des facteurs de risque qu'on vient, d'aborder. Et même si vous avez un diagnostic de maladie mentale, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être bien mentalement. Donc aujourd'hui, on va parler de développer des stratégies, de faire ce qu'on peut pour maintenir notre bien-être mental et utiliser d'autres ressources si nécessaire. Donc c'est, une diapo un peu humoristique, mais pour renforcer qu'en tant qu'être humain, on va tous vivre de la détresse, de la souffrance. Malheureusement, ça arrive à tout le monde, donc parce que la vie peut être difficile et c'est surtout maintenant, c'est le monde, on a l'impression qu'il est en feu, hein, dans certaines zones. Donc bien sûr, on vit des défis au quotidien. Mais surtout les personnes avec, le SPH, il y a différentes choses qu'on doit d'autres choses qu'on doit naviguer en plus de cette vie quotidienne. Donc mais quand aller chercher de l'aide, c'est si on n'apprécie plus les choses qu'on appréciait avant. Donc les choses qu'on aimait faire, soudainement, ça ne nous intéresse plus. Si on ment nos habitudes d'alimentation, de sommeil changent beaucoup. C'est un signe d'aller chercher, du soutien professionnel. Si vous évitez des situations sociales en raison de l'anxiété, si vous vous isolez, des groupes, des foules ou d'autres personnes en raison de votre humeur ou de votre stress, si vous avez des cauchemars, des flashbacks, d'expériences traumatiques, si vous avez bien sûr des pensées suicidaires. Dans les ressources que je vous partage après, il y a des numéros de crise que vous pouvez utiliser et si vous avez des difficultés à fonctionner au quotidien en raison de votre humeur ou qui ne va pas bien ou de l'anxiété et bien sûr, c'est pas une liste, exhaustive, mais ce sont des indicateurs, que de l'aide professionnelle ou de l'explorer, ce serait utile. Mais en tant qu'humain, on va avoir des mauvaises journées, on va se sentir triste parfois, anxieux parfois. Sur des événements importants dans notre vie, on peut se sentir stressé, bien sûr aussi. Donc, c'est un continuum. On doit tolérer un certain niveau, de souffrance, mais il y a des situations où, de l'aide professionnelle serait utile. Dans les ressources, que je vous partagerai à la fin, il y a de l'information sur comment aller chercher, de l'aide. Alors, on parle de bien-être mental. C'est d'abord un état d'esprit positif qui vous permet de gérer les défis que vous avez dans la vie, d'avoir des relations salutaires, saines avec les autres. Et c'est également à propos de gérer les enjeux et d'essayer d'être résilient et de participer à toutes les choses, tous les enjeux qui sont importants pour nous et participer à la vie communautaire autant que possible. Donc, vivre pleinement tout ce qui est important pour vous dans le fond, y participer et gérer également les imprévus de la vie. C'est ça, globalement, le bien-être mental. Alors là, je vais parler un peu du cerveau humain. Alors, on voit nos ancêtres ici dans cette petite image qui, sont là avec, l'âge de la pierre, avec leur gourdin et tout ça et si vous, croyez dans la théorie de l'évolution, on revient en arrière à l'homme, des cavernes et à l'époque, des ours, il y avait des animaux, qui étaient prêts à vous attaquer partout, donc l'esprit ou le cerveau plutôt, est toujours aux aguets et en fait, l'esprit était, en fait, il y avait comme une loi de la jungle qui faisait que si le cerveau était pas suffisamment développé pour détecter les dangers, on avait moins de chances, de survivre
et donc le cerveau est programmé pour suivre en fait, pour détecter les dangers et et donc les gens étaient toujours aux aguets de ce qui pouvait les empoisonner, les attaques des animaux, des attaques environnementales et donc ils étaient toujours, vraiment très alertes pour, pouvoir détecter le plus tôt possible les dangers et tout ça pour survivre. Maintenant, le problème, c'est qu'on a hérité ce fonctionnement dans notre cerveau. Donc nos esprits, nos cerveaux modernes nous avertissent constamment de dangers qui pourraient, nous faire du mal, qui pourraient nous perturber. Alors dans le monde d'aujourd'hui, ça se traduit dans les s'inquiéter, prédire le pire et l'anxiété, se manifeste à ce moment-là sous toutes ses formes. Donc quand notre esprit commence travailler, c'est là que ça peut être, pas vraiment sain. Alors tout ça, c'est pas abnormal. Parfois, se pose la question: «Qu'est-ce qui marche pas dans mon cerveau? Pourquoi est-ce que je pense des choses comme ça?» mais c'est pas prévu pour vous compliquer la vie, c'est simplement le cerveau qui fait son travail. C'est-à-dire vous protéger, essayer de vous protéger autant que possible du mal. C'est pour ça que le cerveau fonctionne de cette façon. Donc on est pris avec ce fonctionnement-là dans notre cerveau et donc il faut qu'on crée, qu'on développe des stratégies pour être, capable de gérer ça, de façon à ce que, ça ne finisse pas, par miner notre fonctionnement, c'est-à-dire, nous empêcher, créer une anxiété telle qu'on n'est pas capable de profiter de la vie et de trouver un équilibre. Alors, voici certains des messages que nous envoie le cerveau, parfois. Les pièges de la pensée d'abord. Pensez à toutes les fois où ça vous est arrivé. Comme je vous dis, tout ça, ça nous est arrivé, souvent à tous et souvenez-vous, par exemple, de généralisation abusive, c'est-à-dire on arrive à des conclusions généralisées à partir d'un petit événement ou d'un petit nombre d'événements. Alors, quand ça arrive il arrive quelque chose une fois et on assume tout d'un coup que ça peut arriver tout le temps ou que ça crée un schéma, de répétition. Alors, c'est là qu'on utilise, des mots comme, toujours, jamais ou chaque fois. Je suis sûre qu'on a tous, on est tous tombés dans ce siège: «Ouh, je me trompe toujours» ou, «Les choses fonctionnent jamais pour moi». C'est des réflexions qu'on se fait. J'ai eu un jour terrible aussi aujourd'hui au travail et ça va être comme ça pendant le restant de la semaine. Donc souvent, on a cette tendance un petit peu à généraliser à partir d'événements ponctuels ou bien la catastrophisation. Imaginez le pire qui peut arriver et on se dit: «Ça va arriver» et donc on exagère beaucoup les, conséquences potentielles d'une situation et tout ça, ça amène, un stress, infondé ou une anxiété. Alors, on imagine le pire des scénarios sans penser à ce qui est plus probable d'arriver. Ou parfois simplement sans reconnaître qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Alors à la place, on commence à catastrophiser, on se dit: «Bon, j'ai encore fait cette, erreur et puis là, c'est la fin» et ça, c'est problématique parce que cette pensée-là peut, amener également vers l'anxiété, la peur et l'évitement aussi. Alors, pour avoir peur de faire des erreurs, on peut finir par ne rien faire du tout, simplement parce qu'on est effrayé de se tromper. Et donc le catastrophisme, ça peut amener à poser des gestes qui sont pas sains dans notre vie. Ensuite, autre chose, autre piège, la réflexion en noir et blanc. Et ça aussi, ça nous arrive à tous. C'est quand on, on reste pris dans des cycles, dans des cercles et qui nous amènent à tourner en rond, en fait. Et quand on réfléchit en noir et blanc, c'est qu'on pense en termes extrêmes. Donc je veux une nouvelle auto, je veux une Bentley de, 150 000 et donc si je veux pas si je peux pas obtenir cette auto-là,
je vais aller m'acheter une auto à 2 000 $ de seconde main. Alors, ça frôle le perfectionnisme aussi. Par exemple, si j'ai pas 100 à cet examen-là, si je suis en échec, ou bien c'est parfait ou c'est un échec total. Donc c'est comme si on n'était pas capable de nuancer, on n'était pas capable d'avoir une certaine flexibilité. Ça mène aussi à des attentes irréalistes et ça mène aussi à une critique de soi très, très dure et parfois vous dé ça vous amène à dire: «Bon, ben si je peux pas faire les choses de cette façon-là, je le fais pas» et donc on se retire. Ensuite, autre piège, c'est la lecture de l'esprit de l'autre, c'est-à-dire, on pense qu'on sait ce que l'autre personne pense et en général, ça va vers le négatif comme, je suis sûre que cette personne me juge parce que j'ai fait cette erreur ou bien, cette amie à moi m'a pas rappelé, elle doit pas me rappeler parce qu'elle est fâchée avec moi, je lui ai fait quelque chose. Et donc c'est comme si on alimente ces pensées négatives et souvent ça frôle aussi la catastrophisation en même temps. Et donc tout ça, ça reflète autant notre insécurité que notre anxiété. Alors ça, c'est comme si notre esprit, notre cerveau nous prépare au pire, nous prépare au danger. Donc il nous dit: «Prépare-toi au danger, ça peut être pire que ça». Mais tout ça dans le quotidien, ça peut pas être c'est pas toujours aidant parce que nos pensées ont un impact sur la façon dont on se sent après et donc toutes ces pensées-là peuvent amplifier, magnifier des émotions négatives. Alors on peut se dire: «Bon, là, je vais pas obtenir ce travail ou bien, mon boss va mettre à la porte» et puis ça vous fait sentir mal par rapport à vous-même. Vous pensez que ça vaut même pas la peine de se lever le matin parce que vous valez pas la peine. Donc tout ça, ça alimente des pensées d'anxiété, de peur et c'est des distorsions de la pensée qui amènent également à des comportements, qui ne sont pas sains, comme par exemple se retirer de tout conflit ou bien être agressif avec les autres ou bien se décourager et dire, «Bon, je suis pas capable de faire cette tâche». Par exemple, j'essaie d'apprendre l'espagnol sur Duolingo, puis j'ai jamais utilisé l'application, alors je me dis: «Ça marchera pas, ça marchera jamais, jamais» et on reporte, par exemple et puis, on se dit aussi que, bon, l'autre chose, c'est qu'une alternative est là. On a des alternatives. Si et ça part de se poser la question: «Et si?» et si on considérait toutes les pensées, tous les sentiments comme acceptables, si on prenait les choses pour ce qu'elles sont, sans essayer de les contrôler. Parce que le type de psychothérapie que j'utilise ne nous permet pas de contrôler nos pensées, nos sentiments. Alors si je vous dis: «Pensez pas à un éléphant bleu», vous allez penser: «Un éléphant bleu». Combien d'entre vous sont en train de penser, imaginer un éléphant bleu? Ah bah, c'est comme ça, donc on n'a pas vraiment le contrôle total sur nos pensées, nos sentiments et c'est compréhensible, comme par exemple se sentir, triste ou, avoir un sentiment de culpabilité ou être anxieux et parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doit naviguer, avec lesquelles on doit jongler au quotidien. Donc maintenant, si on traitait toutes nos réflexions, toutes nos pensées, nos sentiments comme acceptables, on les reconnaît, ils sont là. Par exemple, quand on allume la télé, on n'a pas vraiment le contrôle sur la programmation. Alors, laissons tomber Netflix, mais mettons que vous allumez la télé avec, avec le câble et on n'a pas le contrôle sur
qui va apparaître à la télé. Par contre, on peut contrôler ce que l'on choisit de regarder. On peut contrôler la façon dont on répond, dont on réagit à nos pensées, à nos sentiments. Donc ça, c'est une partie très importante. Si on, développe l'essai, en fait, si on essaie de contrôler nos pensées et nos sentiments, c'est une chose, mais il faudrait mieux se concentrer sur la façon dont on répond, dont on réagit à ces sentiments et à ces pensées. Et les objectifs, alors voici ma suggestion. Ce que je vous suggère, c'est que notre objectif, dans le fond, c'est de rester dans le moment présent, d'être conscient des pensées, des sentiments qu'on a et réagir en fonction de ce qui est important pour vous. Alors, il y a beaucoup de choses que je dis là dans une phrase et je vais la subdiviser. Alors, il y a 3 parties dans ce casse-tête. La première partie, c'est être présent, donc se concentrer sur le présent plutôt que de se concentrer sur le passé ou l'avenir. Parce que c'est très facile de commencer à ruminer ce qui s'est passé dans le passé. «Je peux pas croire que j'ai fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça? Pourquoi tout ça s'est arrivé? Je peux pas croire que c'est arrivé». Donc tout ça, c'est facile de tomber dans ce piège-là et on peut également s'inquiéter de l'avenir. «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si j'obtiens pas ça?» Et tout ça, c'est légitime. Qu'est-ce qui se passe si je reçois pas ce financement, par exemple? Heu, si, ma santé ou peu importe. Tout ça, c'est des préoccupations qui sont légitimes. Mais quand on se projette trop loin dans l'avenir, c'est pas sain parce que, ni on peut contrôler ni l'avenir, ni le passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est être présent dans ce qui se passe maintenant. Alors, la vie est là. Et parfois, on passe à côté parce qu'on est trop pris à s'inquiéter de ce qui se passe dans l'avenir ou dans le passé. Alors, le premier élément, c'est être présent. Être présent et attentif à ce qui se passe autour de nous. Ensuite, il faut être ouvert, donc tous les idées, les sentiments sont corrects. Parfois, ils sont intenses, mais d'être ouvert, c'est de tolérer Heu, grande gamme de sentiments, donc certains seront positifs, faciles à tolérer, mais ceux qui sont plus difficiles à tolérer seront les sentiments, les pensées négatifs. Donc je me sens triste aujourd'hui, j'aimerais que ceci soit différent. Donc ça, c'est plus, heu, difficile à tolérer. Mais si vous allez être plus ouvert à les tolérer, je vais vous donner des stratégies pour le faire. Donc on passait de sentir comme si nos, sentiments, nos pensées nous contrôlent, vers un choix sur ce qu'on peut faire. Et ensuite, le troisième composante, c'est de se concentrer sur ce qui est important pour nous et ce qu'on peut contrôler. Donc, en tant qu'être humain, on s'inquiète beaucoup des choses qui ne sont pas, sous notre contrôle. On va en parler un peu. Donc, pensez à ces 3 morceaux du casse-tête. On va les examiner un à un et je vais vous donner des pas faciles, mais simples, des stratégies simples qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut essayer la prochaine fois que vous vous sentez accablé ou stressé, ou que vous avez de la difficulté avec certains de vos sentiments. Donc, le premier, c'est d'être présent. Comme je disais, c'est de se concentrer sur ce qui se passe dans le moment plutôt que de penser au passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Vous avez
peut-être déjà entendu parler de la pleine conscience. C'est pas la même chose que la méditation. Il y en a qui pensent que c'est la même chose, bon, qu'il faut être bouddhiste, méditer. La pleine conscience, c'est juste être conscient de ce qui se passe dans le moment présent. Donc on peut être en pleine conscience en faisant la vaisselle ou quand on va se coucher. C'est juste d'être présent. Il y a un exercice, très connu sur ça, sur la pleine conscience, donc de boire un verre d'eau en pleine conscience, vous pouvez essayer. Donc, on le regarde de chaque angle. On l'examine vraiment, on le tourne, le bouge, on le goûte, on se concentre sur où on le goûte. Donc, vous comprenez, hein, on peut passer beaucoup de temps sur ça. Donc, on pense à ce qu'on ressent, ce que je regarde. Donc, dans la vie quotidienne, on examine ce qui se passe dans sa vie quotidienne. Une façon qu'on peut le faire, c'est de s'ancrer, donc un 5-4-3-2-1. J'espère que vous pouvez vous en souvenir et ça importe peu de savoir lequel vous faites, c'est pas important de se souvenir lequel était à 3 ou à 4, mais ça va être sur les ressources que je vais vous donner. Mais si vous sentez que vous commencez à vous inquiéter du passé, à ruminer, on retourne dans le moment présent, on s'engage dans le monde et on pense à 5 choses qu'on peut voir. Donc, mon image, mon écran, mon verre, mon téléphone et un calendrier. C'est drôle, hein, parce que je manque toujours des dates, mais donc 4 choses que je peux ressentir. Donc mon bureau, sous ma main, ma chaise, mon 3 choses qu'on peut entendre, donc vous comprenez? Donc il faut vraiment porter attention au son, le soleil sur notre peau, les objets qu'on touche, les choses qu'on peut sentir avec l'odorat, ce qu'on est en train de cuisiner. Donc on fait un 5-4-3-2-1. On peut le faire autant de fois qu'on veut pour se sentir plus ancré et bonus, si vous pouvez vous asseoir, plus droit et mettre vos pieds ancrés sur le sol ou vous si vous pouvez mettre vos mains, en contact, vraiment en contact avec quelque chose. Bon, donc c'est vraiment quelque chose pour s'ancrer, pour, que ce soit plus agréable, que vous sentiez mieux. Donc, on respire, tous les jours. La respiration et un exercice de respiration, c'est très utile parce que ça travaille sur le système nerveux quand on est si accablé qu'on ne peut pas vraiment réfléchir, hein. Donc, quand on se sent vraiment dépassé par des choses, c'est difficile de penser à comment s'en sortir quand on est dans ces points-là. Donc, le travail de la respiration, c'est super utile pour ça. Celui-ci, c'est mon préféré. Il y en a plein, plein, plein. Vous pouvez trouver ce que vous aimez, mais moi, j'aime celui-ci et il y a de la recherche qui prouve que ça réduit, l'anxiété, ça améliore l'humeur, plus que d'autres techniques. Donc, ce qu'on fait avec celui-ci, c'est qu'on, mmh, respire par le nez, on remplit ses poumons, donc on inspire et ensuite on expire lentement par la bouche et on fait ça la durée la plus longue possible pour l'expiration, donc on peut en faire une couple ensemble. Faites-le d'une couple de façons différentes. Dites-moi comment vous vous sentez, après, pas au point de vous sentir étourdi, mais c'est une façon très facile qu'on peut, faire un exercice facile à faire quand on se sent déconnecté de la vie quotidienne. Donc, on a parlé d'être présent,
On respire et on est ancré. Être ouvert ici, c'est tolérer un éventail de pensées et de sentiments, les faciles et les difficiles. Et il faut penser à ne pas réprimer les sentiments. Les humains sont bons là-dedans. Éviter les sentiments, vraiment, on est très bon à faire ça. Qui ici a passé des heures sur les réseaux sociaux ou à faire du magasinage en ligne ou trop beaucoup travaillé, bu un verre de trop juste pour éviter comment on se sent? Si quelqu'un a s'est dit que vous l'avez jamais fait, je vous crois pas parce que moi je l'ai fait. Donc les humains sont très bons pour éviter leurs pensées et leurs sentiments. Donc il faut apprendre à les tolérer et aussi à être bienveillant envers soi-même. Donc quand on réprime les sentiments, un exemple, une métaphore, donc un ballon de plage, vous essayez, de le pousser sous l'eau, mais il va facilement sauter à l'extérieur de l'eau. Les sentiments, c'est comme ça, quand on essaie de les réprimer, ils vont exploser, sortir des moments, qu'on veut vraiment pas que ça le fasse. Donc il faut apprendre à gérer ça, ces sentiments. Alors comment les faire ça? J'aime cet exercice de remarquer et nommer. Donc on observe et on donne une étiquette à nos sensations, nos pensées, nos émotions. Sans jugement, hein, l'élément clé, sans jugement. Donc, en nommant comment on se sent, ce qu'on pense, on reconnaît donc la présence de ceci et ça peut réduire l'intensité ou la tendance à agir de façon impulsive. On pense pas de façon très intelligente quand les émotions sont activées de façon très forte. Donc, par exemple, on reçoit un commentaire critique d'un collègue ou un membre de la famille, on sent de la colère monter en nous. Donc, si on utilise cette technique, on peut prendre une pause et on se dit: «Oui, je sens de la colère» ou «J'ai de la colère qui s'en vient» ou on peut dire: «Mon cœur bat très fort». Donc, on reconnaît cette émotion et ainsi on a moins une chance de réagir de façon impulsive ou négativement et commencer une chicane et donc on peut penser à une réponse plus constructive. Donc on peut se dire: «J'ai le sentiment que voici de la colère, de l'anxiété qui s'en vient. Ah, je rumine encore, mon cerveau me dit que, donc je surgénéralise quelque chose. Donc on reconnaît, on remarque, on reconnaît, on y met une étiquette. On dit pas que c'est bon ou mauvais ou on fait juste mettre une étiquette dessus. En la deuxième partie, c'est qu'il faut être bienveillant envers soi-même. Ah, c'est pas dire: «Ah, c'est terrible comme façon de réagir». Non, on fait pas ça. On pense à comment on traiterait une personne, chère, une personne aimée qui est dans la même situation. Donc généralement, il dirait: «Ah, pas: "Ah, reviens-en". Bon, peut-être certaines personnes, oui, mais si une personne qu'on aime est fâchée, on peut dire: «Ouais, c'est difficile». Donc on peut se dire des phrases, comme: «C'est difficile en ce moment, mais je souhaite me traiter avec gentillesse, je souhaite, apprendre à m'accepter telle que je suis» et ça se fait pas du jour au lendemain, mais si on apprend à répondre avec bienveillance, ça vous donne un espace pour décider comment réagir. Ça vous donne une pause et les pensées critiques, vont être moins présentes. Donc si on est, par exemple dans la rue, en voiture ou si on marche et on se sent pas bien, qui voudrait-on qu'on aide, heu,
avoir avec nous. Donc est-ce qu'on veut que ce soit une amie qui nous critique, qui est méchant ou une amie qui est gentil avec nous? Hein? Donc c'est pas mal évident la réponse. Alors pourquoi est-ce qu'on se critique tellement quand on sent de la détresse? Donc il faut juste reconnaître comment on se sent et y répondre avec de la bienveillance. Donc se traiter soi-même avec, des sentiments chaleureux, gentils au lieu d'être dur envers soi-même et il faut reconnaître que tout le monde est parfaitement imparfait. Personne n'est parfait. Hein, on a tous des défis, on n'est pas seul dans ça. Je veux que ce soit clair. Je dis pas: «Ah, tout le monde a des problèmes, bon, revenez-en», c'est pas ça que je veux dire. Mais parfois, on se sent très seul, isolé, parce qu'on pense qu'on est les seuls qui vit un certain une certaine forme de détresse. Mais parfois, ça peut être utile de savoir qu'on n'est pas seul à vivre certaines choses. On peut se sentir moins isolé quand on réalise qu'en tant qu'être humain, on vit tous de l'angoisse, de la détresse pour de très bonnes, répon raisons. Une autre chose qu'on peut faire, c'est un toucher, doux, soulageant. Donc, par exemple, si on ressent un poids sur, notre poitrine, un éléphant sur notre poitrine, on peut mettre la main sur nous, sur notre cœur, sur, notre tête où ça vous convient et faire, donc cet exercice de toucher, bienveillant. Donc, je vous encourage à créer une liste de choses que vous pouvez faire. Pas se distraire 4 heures sur Facebook, mais quelque chose qui va vous amener de la joie, du soulagement. Donc, une liste de votre musique préférée ou regarder un de votre programme, préféré. Moi, c'est Schitt's Creek ou Ted Lasso. En passant, moi, c'est ça que j'aime écouter. Bon, boire une tasse de café, de thé. On peut colorier ou vous pouvez faire votre propre liste. Le troisième morceau du casse-tête, je vais passer sur ça rapidement pour prendre vos questions, mais il faut penser à ce qui est dans votre contrôle, ce qui est important pour vous et ce que vous pouvez faire. Donc Donc vous voyez, au milieu, vous avez essentiellement en contrôle. Ensuite, alors que vous vous éloignez du centre, vous avez un certain contrôle et pas de contrôle du tout. Donc souvent, on s'inquiète des choses sur lesquelles on a zéro contrôle, que ce soit les financements du gouvernement, le coût des maisons ou le coût, de supermarchés et on a zéro contrôle là-dessus. Mais par contre donc ce sont des choses que de toute façon on ne peut pas contrôler. Dans le cercle bleu, ce sont les choses sur lesquelles on a un certain contrôle, mais pas un contrôle complet. Donc, par exemple, l'opinion des gens par rapport à vous. Donc, c'est sûr que vous êtes vraiment pas gentil avec eux, ils vont sans doute pas vous aimer trop, mais au bout de la ligne, vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils pensent. Ou bien, hem, la disons la politique ou les tensions en milieu de travail. Et par exemple, les difficultés pour dormir, vous souffrez d'insomnie ces derniers temps, même si vous avez une routine relativement bonne pour dormir et donc vous pouvez vous concentrer sur les choses que vous pouvez changer. Par exemple, vos médicaments, prendre soin de vous, votre, hygiène de vie, votre routine de absorption de café, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui est, important pour vous? Comment vous voulez traiter les personnes autour de vous, qui est le reflet aussi de comment vous voulez qu'on vous traite. Donc, quelles sont les choses que vous souhaitez le plus par rapport à vos valeurs? Qu'est-ce qui vraiment vous tient à cœur? Et puis,
Posez-vous la question, c'est quoi les petits pas que vous pouvez faire pour, changer les choses? Et je peux vous suggérer, par exemple, si vous êtes engagé, par exemple, par rapport à votre santé mentale, vous voulez améliorer votre santé mentale, par exemple, vous pouvez vous concentrer sur un des éléments que je vous ai proposés ce soir et pratiquer une fois par semaine et voir si ça mène des résultats. Donc, essayez de commencer avec des toutes petites choses. Vous ne devez pas faire des pas de géant pour démarrer, et à s'attendre à ce qu'il y ait des changements bouleversants. C'est des petits pas que vous devez faire. Maintenant, en tant qu'être humain, on vit tous la détresse, du stress et notre cerveau souvent agit à l'encontre de ce qu'on voudrait. Et parfois, on a besoin d'aller chercher du support à l'externe, par exemple avec un spécialiste en santé mentale. Et que l'on ait un diagnostic de santé de troubles de santé mentale ou pas, on peut promouvoir notre bien-être, mental en général en étant présent dans notre vie et en restant ouvert par rapport à ce que l'on sent, ce que l'on ressent et ce que l'on pense et en montrant une volonté de vouloir faire des petits pas pour changer certaines choses. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des tout petits pas au départ avec lesquels vous commencez. Alors, j'ai résumé tout ça dans une feuille et donc ça vous donne un petit peu des idées sur quand aller chercher, l'aide d'un thérapeute, et puis également des thérapies qui sont tout à fait accessibles ou à des coûts très, très raisonnables et puis également des lignes de gestion de crise aussi au Canada que vous pouvez appeler si vous êtes en détresse. Alors, voilà, c'est toutes des ressources que je vous partage.